Dès son accession à la tête de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi est en guerre contre l'insécurité qui sévit dans l'est du pays depuis plusieurs décennies. Une insécurité entretenue notamment par le soutien militaire et financier du voisin rwandais aux terroristes du M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Face à cette situation, le chef de l'État a revu sa tactique. Il a opté pour celle de la paix armée, caractérisée par des offensives diplomatiques et militaires. Cette déclaration faite à Luanda le 31 mai 2022 lors de sa rencontre avec son homologue angolais João Lourenço en est le meilleur résumé. Juste après la résurgence du M23, le président de la République a organisé sa tactique offensive pour l'établissement de la paix durable en RDC sur 3 fronts, international, continental et national. En mai 2022, au cours de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la sécurité en RDC, le pays avait obtenu du Conseil de sécurité l'irréversibilité du processus de Nairobi. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait consacré le programme de désarmement, démobilisation, récupération et stabilisation communautaire PDDRCS, initié par le président Tshisekedi, comme étant la seule voie vers la paix dans cette crise. Le commandant suprême des forces armées de la RDC se montre ferme et imperturbable sur la question de l'intégration des terroristes du M23 au sein de l'armée congolaise. Au stade actuel des choses, je pense que plus personne ne va accepter ces solutions à la va-vite qui, in fine ou au finish, il faut le dire, ne traitent pas les questions de fond. La même année, la RDC a obtenu la levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de la mesure de notification sur l'achat des armes. Alors que le Rwanda continue, comme à l'accoutumée, de nier toute implication dans les récentes attaques du M23, nous n'avons pas de telles unités dans notre armée et nous sommes confiants de le dire parce que nous n'avons aucune intention et aucun plan ni projet de l'armée rwandaise à épauler une cause qu'on ne maîtrise pas de M23. L'ONU confirme en décembre 2022 l'implication du Rwanda aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Les États-Unis, quant à eux, ainsi que la Chine, appellent le Rwanda à stopper son soutien à ce groupe terroriste. Dès lors, il devient de plus en plus difficile pour le Rwanda de camper sur son déni d'intrusion dans l'est de la RDC. En même temps, l'État congolais fournit des preuves irréfutables de l'implication de l'armée rwandaise avec la présentation des militaires rwandais capturés sur le sol congolais ainsi que leur matériel militaire abandonné sur le champ de bataille. Vous voyez que ce sont les bords des Rwanda Defense Force. Nous avons récupéré tout ça lors de nos batailles. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales des Rwanda Defense Force. Alors après cette reconnaissance mondiale du soutien du Rwanda au M23, il faut maintenant des sanctions. Je pense que ça, c'est une autre bataille pour la République démocratique du Congo. Parce que sanctionner le Rwanda, on a l'impression que c'est vraiment la plus dure des décisions de la communauté internationale. Et c'est vraiment là
notre combat. Alors ce n'est un secret pour personne, la communauté internationale s'est longtemps culpabilisée dans la gestion des événements ayant conduit au génocide du Rwanda en 1994. Et donc ce pays, le Rwanda en l'occurrence, a toujours bénéficié de pratiquement tout de la part de la communauté internationale. Et là on parle de soutien militaire, financier par exemple, et tant d'autres qu'on ne saurait citer ici, c'est connu. Il est temps que la communauté internationale cesse d'appuyer un pays qui se comporte en terroriste dans un autre pays. Cela n'est pas normal. Nous n'arrêterons jamais de le dire. Le Rwanda n'a pas le droit de tuer en RDC. L'offensive diplomatique du président Tshisekedi a non seulement réussi à mettre à nu la politique de deux poids deux mesures de la communauté internationale, mais aussi à révéler les vraies raisons de l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une nation congolaise instable où règne le chaos et l'insécurité, c'est une aubaine pour presque tout le monde, mais surtout pour ces industries de haute technologie. Alors ses voisins, notamment le Rwanda, en profitent pour installer les chaos en finançant des milices et des groupes armés pour bien évidemment exploiter nos minerais ou les mines de coltan, que ce soit en Ituri ou au Nord Kivu, et au profit de qui? Des multinationales. Ça, ce n'est plus un secret. Et on voit comment le monde aujourd'hui ferme les yeux sur cette question-là. Sur le plan continental, le président Félix a placé la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC parmi les priorités sécuritaires de l'Afrique. De la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, en passant par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, les États se mobilisent dans une dynamique de recherche de la paix et s'engagent à soutenir Kinshasa dans sa lutte contre les groupes armés actifs. On le dit peut-être pas assez, mais je pense que le président Félix Tshisekedi a réussi un grand exploit. Il a évité l'affrontement direct entre Africains sur le sol congolais, un peu comme lors de la seconde guerre d'agression en 1998. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fédéré ces pays en leur démontrant qu'un Congo stable est non seulement bénéfique pour la sous-région, mais pour le continent tout entier. Le président de la République démocratique du Congo s'est également renforcé en interne et a pris sa posture du commandant suprême des forces armées. Plus de 12 000 jeunes ont répondu à son appel en s'enrôlant au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Employés à assainir l'appareil militaire congolais, truffé de certains hommes en uniforme dont la loyauté reste. De Kivu publié en 2021, on observe une baisse du nombre de belligérants en RDC. Alors qu'en 2019,
Près de 130 groupes armés existaient dans le seul Kivu. En 2020, on comptait 122 dans tout l'est du pays, précisément dans le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika. Je pense qu'il est vraiment temps que toutes les forces vives s'unissent tous derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et cela va démontrer aux agresseurs de notre pays qu'ils feront cette fois-ci face à toute une nation, à toute la République démocratique du Congo. Alors les politiciens doivent également prendre de la hauteur en privilégiant l'intérêt national aux ambitions politiques personnelles. On voit tous aujourd'hui comment le président Félix Tshisekedi s'active à ramener la paix durable au pays sans déclencher un conflit régional à grande échelle. Et cela, il faut le reconnaître, c'est tout de même un équilibre très délicat à maintenir. Et pour cela, nous sommes tous d'accord qu'il a besoin de tous les Congolais, puisqu'il s'agit ici de la survie de notre pays.